Bonjour. Je suis en retard. Je suis en retard aujourd'hui. J'ai pas une bonne raison d'être en retard. On n'a jamais de bonne raison d'être en retard. Mais je voudrais vous partager pourquoi avant de commencer. Ça va vous laisser le temps déjà d'arriver en ligne. Et on va partir sur un des sujets qui m'a été posé la semaine dernière. Il y a Anne-Laure qui a posé un sujet en direct là, qui parle de problématiques de déplacement, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Je dis je ne sais quoi parce que c'est pas assez clair. Je j'ai pas de base. Ça peut rester très vague et voilà, ça me parle pas. Et j'espère que ça vous parlera. Ce dont on va parler ce soir, c'est quelque chose qui a été posé la semaine dernière, les kystes ovariens. Mais comme c'est très très précis, que ça va très vite, j'ai décidé de l'étendre à plusieurs choses de la gynécologie. Euh, Donc, je vais d'abord, en attendant, vous expliquer, en tant qu'on parle de gynécologie, en décodage biologique, je vais vous expliquer pourquoi je suis en retard. J'ai pas de bonne raison. J'étais juste avec un groupe de 4 étudiantes, il y avait 3 filles et un garçon, qui sont venus me questionner au niveau enfin pas au niveau, euh, qui sont venus me questionner sur mon activité en tant que psychogénéalogiste, comme ils ont dit. Oups, pardon, j'ai pas coupé mon téléphone. Je disais quoi? Pardon, j'ai été interrompu. Oui, qui sont venus me questionner au niveau de mon travail transgénérationnel. Que transgénérationnel. En fait, ils font dans leurs études, alors ils ont différentes études les uns les autres, ils sont regroupés ensemble parce que le cours qu'on leur proposait leur plaisait. Et ils sont dans un cours de zététique. Zététique, pas esthétique, zététique, je suis clair là-dessus. Et dans ce cours de zététique, on leur demande un rapport appuyé pour faire de la zététique, en fait. Alors, qu'est-ce que la zététique? La zététique, c'est une posture. Je suis pas zétète. Zétète, ouais, c'est le nom qu'on donne. Je suis pas zétète, donc je vais vous donner ma version de ce que c'est. S'il y a des zétètes dans la salle, ils vont me dire ce qu'ils en pensent. La zététique, c'est un principe qui dit que euh, tout ce dont on nous parle, ce n'est vrai. Euh, on peut dire que c'est vrai que si ça a été validé scientifiquement. Okay. Donc les éthètes vont étudier, décortiquer, mettre à l'épreuve avec des moyens scientifiques pour savoir si oui ou non euh, les extraterrestres existent. Si oui ou non l'homéopathie marche. Si oui ou non la psychothérapie marche. Mais la psychothérapie jungienne ou lacanienne ou la psychiatrie, bref, les éthètes vont démonter tout ça. Et je me suis trouvé dans la... Je ne sais pas pourquoi ils venaient me voir en disant, on peut bien vous parler de psychogénéalogie. Je dis, ouais, super, moi je partage, je suis super content de partager ce que je fais. Et ils s'assoient tous les quatre face à moi et ils me disent, ben voilà, on suit un cours de zététique et on fait notre dossier. Et en zététique, on doit argumenter pour, euh, pour démonter les propos du professionnel qu'on va rencontrer. Cool. Et je leur dis, mais alors, je suis donc en face de vous, je vais vous parler pendant le temps qu'on va se parler, et vous allez faire votre dossier pour démonter tout ce que je dis, juste pour coller à la zététique. C'est un peu comme s'ils allaient chez un garagiste en lui disant, non, en lui démontrant finalement que non, la voiture que vous m'avez réparée, ça marche pas, votre mécanique, ça marche pas. On sortit de lui. Et, et ça, ça a fait bizarre un instant. Et puis après, je me suis pris au jeu et je connais tellement mon rayon transgénérationnel que c'est bon, on y va. Et, et je leur ai parlé, je leur ai expliqué, je leur ai sorti un arbre d'un patient, je leur ai montré comment ça marchait, expliqué tout le détail de comment je faisais.
Ça a duré, c'était 18h20 quand ils sont arrivés, ça a duré jusqu'à là, 18h, 19h35. Et c'est assez drôle de les voir me poser des questions dont je me suis posé à l'époque euh, sur ce travail-là et sur le transgénérationnel. Je répète, hein, dans les commentaires, posez vos commentaires et vos questions sur la gynécologie et moi je répondrai à vos questions sur tout ce qui est gynécologique. D'accord? On fait un peu de décollage biologique ce soir, j'attends juste que les gens soient plus présents et qu'il y ait des questions parce que j'ai qu'un truc sur les kystes aux ovaires à répondre, donc s'il vous plaît, un peu de matière, ça sera chouette. Posez vos questions sur les problèmes de gynécologie. J'ai marqué ça en titre, hein, tout ce qui touche à votre vie gynécologie. Pour l'instant, je meuble, parce que si j'aborde tout de suite le kyste et que j'ai pas d'autres questions derrière, ça ne va pas aller loin. Donc, posez-moi vos sujets sur la gynécologie et on débarrera tout ça. Je meuble en expliquant que j'ai vu donc ce groupe d'étudiants en zététique qui sont venus voir comment j'abordais la psychogénéalogie et qui sont repartis en me disant on va avoir une mauvaise note en zététique parce qu'on n'a pas grand-chose à démonter. Parce que vous êtes bien cartésien, c'est bien carré, c'est de l'empirisme, ça a été démontré. Vous nous montrez un exemple qui est là, je l'ai en vidéo sur YouTube aussi. C'est l'exemple de syndrome de Raynaud et là, on n'a rien à redire sur la méthode et la façon de faire. Donc ils étaient à la fois un peu déçus, mais ce que j'ai aimé, c'est à la fois très intéressé sur un sujet qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et voilà, j'ai vu que c'était touché. Bref, c'était mon dada transgénérationnel. Je répète encore, pour ceux qui sont en direct, là, posez-moi vos questions sur des problématiques gynécologiques. Ce soir, le thème, c'est la gynécologie. S'il n'y a pas de gynécologie, on ne fera pas de gynécologie. Moi, je peux vous parler de choses que j'ai fait ce week-end qui sont absolument géniales. Ça, ce serait très intéressant pour moi aussi. Mais je me suis engagé à répondre aux questions. Donc, vos questions pour l'instant, c'est des kystes aux ovaires. Je rappelle à Anne-Laure qui m'a posté son sujet sur la problématique des déplacements, ou je ne sais quoi, que c'est trop flou pour moi et ouais, ok, impossible de trouver sa place. Ça peut être tellement vague que voilà, j'ai besoin de vous avoir en face pour avoir plus de questions. Si Lola qui a posé la question sur la gynécologie pouvait être là, ce serait super. Donc ces éthètes ou étudiants en zététisme sont, hop là, la naissance par césarienne et le lien mère-enfant coupé de la naissance. Bien, merci Sylvie. Ça va, c'est pas gynécologique, mais ça s'approche de ça. Eh bien, allez, on va se lancer là-dedans, comme ça, on a quelque chose. Ça fait, je parle depuis 1 minute pour pas vous dire grand-chose, donc on va rentrer dedans. Sylvie, les naissances par césarienne et le lien mère-enfant coupé dès la naissance. C'est deux choses différentes. Le lien mère-enfant peut être coupé dès la naissance, même par une naissance, par un accouchement naturel. Okay, même lors de l'accouchement naturel. La césarienne va impliquer d'autres choses. Comment rattraper cette rupture? Toujours de la même façon, Sylvie. En travaillant sur le lien des mères avec tous les outils que je propose. C'est-à-dire que vous faire replonger, régresser à cette période-là, rétablir le lien de cette période-là, vous faire ressentir dans votre corps physique à vous que vous êtes en lien avec cette mère, et travailler ça dans les jours suivants pour ancrer ce nouveau ressenti. C'est comme ça qu'on va répondre. Qu'est-ce que ça fait? Oui. Les naissances par césarienne, c'est une rupture du projet. L'enfant a un projet.
Le premier projet que l'enfant va avoir dans sa vie, c'est naître. Je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, que c'est l'enfant, le cerveau de l'enfant exactement, qui, quand il arrive à maturité, c'est bon, je suis prêt, je peux sortir. Son signal pour sortir, pour accoucher, c'est envoyer des hormones à sa mère, au corps de sa mère, qui va déclencher le processus d'accouchement. C'est l'enfant qui décide, c'est son projet. La césarienne, elle a dit non, c'est programmé, c'est à tel jour à telle heure. L'enfant décide de rien. Donc souvent, quand j'ai des gens qui sont un peu coincés dans leur projet, je regarde comment ils sont nés, par césarienne ou pas, pour savoir s'il faut revivre ce moment-là, parce que l'enfant, il faut qu'il se lance, donc il produit ses hormones. Il va falloir qu'il passe par un endroit qui va le compresser. Il va falloir qu'il traverse une première difficulté de vie, c'est sa naissance. Il va souffrir, il va avoir mal, mais il va souffrir physiquement. Cette naissance naturelle va lui permettre de vider ses poumons de tout ce qu'il a à l'intérieur, puisque ses poumons sont pleins dans le ventre de sa mère. Et c'est là le passage qui va permettre ça. J'aimerais bien qu'il y ait des sages-femmes ce soir pour en parler un peu plus de ce qu'elles peuvent voir comme différence entre les enfants nés par césarienne et les autres. Donc on prive l'enfant de la réalisation de son premier projet. Donc voilà, on peut retrouver des difficultés de se projeter, de créer des projets, de monter des choses. Alors Sylvie, ils ont tous les deux déclenché mon travail. Ils étaient prêts. Qui tous les deux? Vos enfants, je suppose. Donc la césarienne, c'est une césarienne médicale d'urgence, on va dire. Donc ça, c'est la différence. C'est différent d'une césarienne programmée et une césarienne en urgence, bien sûr. La césarienne programmée, elle va empêcher l'enfant d'établir son projet. Alors que la césarienne médicale, bon, bien souvent, elle est prise par défaut, en quelque sorte. C'est-à-dire, oula, là, ça va mal se passer, ça va durer trop longtemps. Il y a madame Duchemol qui doit accoucher, c'est prévu à 18h, là c'est 7h30, on passe un truc, donc on pop, on coupe l'histoire, et puis il est sorti, comme ça on loupe pas notre planning, on finit pas à 22h. Dans les mauvaises cliniques, pardon, heureusement toutes ne font pas ça, vous en connaissez sûrement très bien, mais c'est une différence avec la césarienne programmée. La césarienne programmée, c'est pour le confort de la mère qui ne veut pas souffrir de la douleur d'accoucher, alors que la douleur de l'accouchement est là uniquement. Alors, je vais me faire taper sur les doigts. Je ne sais pas si je peux vous le dire. Je ne sais pas si je peux vous donner ma version. Je suis un homme, ok? Je me suis fait reprendre de voler la dernière fois avec ça. Je vous parle de mon côté décodage biologique, d'accord? Ok? C'est bien ma version des faits. J'ai pas accouché, j'ai juste assisté ma femme qui a accouché de mon enfant à l'époque. Et je ne fais que reporter tous les exemples de celles qui ont eu un bel accouchement. Parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient eu un bel accouchement. Avec des douleurs, oui, mais pas affreuses. Simplement parce qu'elles étaient dans une posture où ils n'avaient pas de peur, pas de tension, pas de stress à l'accouchement, pas de peur de la douleur, pas de peur d'être mère en fait, pas de peur inconsciente, pardon, d'être mère. Souvent la césarienne elle vient parce que mettre au monde, non, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, ça va ramener trop de choses douloureuses. Donc les femmes préfèrent la césarienne par confort. Okay, mais ça leur empêche de traverser des choses, elles, en tant que femme, en tant que future mère. Parce qu'accoucher, c'est ouais, un travail en soi, mettre au monde, c'est j'ai mis moi, mon enfant, j'ai poussé, je l'ai senti, et c'était compliqué, c'était émotionnellement fort, etc. etc. C'est quelque chose de très important pour moi. Pour moi, de mon point de vue d'homme, après j'entends très bien qu'il y ait des choix
je ne vais pas critiquer les choix de ces femmes-là, hein, mais je suis juste là pour vous donner la différence au niveau biologique. L'enfant qui va donc envoyer le signal avec les hormones à sa mère, qui va passer par le vagin, qui va sortir, qui va avoir son crâne tout mot comprimé. Ça va permettre des choses physiologiques. La nature vous a prévu pour faire ça, mesdames. Donc, vous êtes capable de le faire. Et si on vous dit oui, mais il ne passera jamais dans votre bassin, ok, il y a un conflit. Okay, si on vous fait une radio, le crâne du bébé est beaucoup plus gros par rapport à votre bassin, ça ne passera jamais. Il y a un conflit. Quel conflit là? Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas dans votre histoire, pas dans votre vie. Mais cette césarienne, comme nous parle Sylvie en urgence, le bassin trop étroit. Je ne suis pas là, je suis pas un médecin. Oh non, j'ai mon casque qui fait des signes de perte de sang. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire si c'est trop étroit ou pas, mais pour moi, vous êtes biologiquement conçu pour ça. Donc, Sylvie, si vous ne pouvez pas accoucher par voie basse pour cause de bassin trop étroit, potentiellement, attention, vous portez une histoire de mère qui n'a pas su mettre au monde ses enfants ou qui a mis des enfants au monde mort-nés. Ce qui fait qu'elle s'est sentie dévalorisée dans sa fonction maternelle. Vous avez potentiellement repris cette histoire à votre compte. Vous êtes potentiellement là pour réparer son histoire. On revient sur la psychogénéalogie. Et votre biologie vous a formé en mère incapable de mettre les enfants au monde parce que bassin trop étroit. Alors, Audrey, après je vais mettre mes lunettes, je n'ai pas vraiment réfléchi à une question cette semaine. Mais depuis un an, 4 hommes sont tombés amoureux de moi. Super. Avec David mariage. Tous sont d'Afrique ou d'Asie. Je me suis mis en couple ou pas. Ils sont tous nés entre le 24 et le 29 novembre. J'avais perdu tous mes arbres généalogiques et j'ai tous retrouvés aujourd'hui sans les chercher. Nous sommes le 26 novembre, il me semble. Super, Audrey. Alors, Audrey, on a travaillé ensemble. Je ne me rappelle pas du tout de votre dossier, votre histoire, parce que je n'ai pas un cerveau d'ordinateur. Tous sont d'Afrique ou d'Asie. J'ai déjà parlé de ça. Je rebondis au fur et à mesure. Portaf, vraiment en direct à tout le monde. Le bassin trop étroit de Sylvie, qui est obligé de déclencher de faire des césariennes, c'est une dévalorisation de mère dans votre arbre généalogique. Vous portez l'histoire, vous êtes incapable d'être mère. À quoi bon vous construisez un bon bassin, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas être une bonne mère. Donc, là, la conséquence, c'est césarienne. Je sais pas de mots. Je vais changer de son si je peux tout de suite. Je peux vérifier que mon casque était chargé, en même temps j'ai pas d'indication dessus. Bon, et bien quand j'aurai plus de son, quand je ne m'entendrai plus, vous pourrez dessiner avec vos mains. Ah, je vous vois pas. Et puis je repasserai, je recommencerai. Bassin trouvé 3. Ok. Christelle Aubert, on va y revenir. Audrey, on n'est pas sur conception, mais on est tous ces hommes d'Afrique ou d'Asie. 4 en un an. Tous nés entre 24 et 29 novembre. Donc, je ne peux que vous inviter à travailler sur votre arbre généalogique. Pas que parce que c'est une histoire de date, mais parce que quand on est, alors, quand on est attiré ou pas, quand on se met en relation, en tout cas, avec quelqu'un d'une ethnie étrangère, pour moi, dans mon expérience, dans l'expérience des autres décodeurs biologiques, tiens, je vous pose la question, pour quelle raison ça serait? Ah, allez-y, travaillez. Pour quelle raison biologique votre inconscient vous ferait aller ou être séduite par des hommes d'une ethnie étrangère? Vous avez 30 secondes. Et surtout vous, Audrey, comme ça me permettra de travailler. Je vais perdre mon casque, ça m'embête. Et sur Facebook, je ne peux pas changer la source sonore en direct. Non, c'est bloqué. Donc quand j'aurai
perdu mon casque, et ben, vous me direz, ah, il n'y a plus de son. Et du coup, pas de montée de lait après césarienne et deuxième fois par voie basse, très très peu. Alors, merci de nous avoir rejoints. On ne parle pas de déménagement, comme j'ai dit. Pas de montée de lait après césarienne. Ah, et très très peu de lait après la deuxième fois par voie basse. Ok. Donc, Anne-Laure, on parle de. Alors, pas de montée de lait césarienne. C'est une histoire de maternité. Je suis incapable de nourrir mon enfant. La montée de lait, c'est le lait pour nourrir l'enfant. Donc, je vais vous inviter à chercher dans votre histoire, chez votre mère, chez vous, enfant, chez vos ancêtres, quelle mère n'a pas su nourrir ses enfants avec une connotation dramatique, c'est-à-dire un enfant mort très jeune, pas mort-né, mais mort très jeune, puisque, alors, puisque vous portez cette histoire de lait. Ok. Mag, je reviendrai après. Des origines étrangères, des ancêtres viennent d'un pays étranger, ça peut être le cas. On peut chercher à retrouver ses ancêtres, mais je l'ai jamais vu. Honnêtement, je l'ai jamais vu. Euh, Là, on parle de dates, on parle d'Audrey avec des dates. Les dates d'Audrey, c'est trop flagrant pour que ce soit pas purement transgénérationnel. Et pour être purement transgénérationnel et biologique, je refais le petit bilan. Les césariennes, ça empêche aux enfants de réaliser leur premier projet de vie, de dépasser leur première difficulté. Donc, ça invalide leur capacité à surmonter les difficultés. Les gens par césarienne, je ne dis pas tous les gens par césarienne sont comme ça, mais l'inverse, tous les gens qui ont des difficultés de projet, je regarde s'il n'y a pas une césarienne à la base et on travaille ça. Okay. Ça ne marche pas dans les deux sens à chaque fois, il n'y a pas de généralité, bien sûr, chacun est différent. Et ce ne sont, je vous rappelle, que des hypothèses qu'on vérifie à chaque fois. Ça, c'est pour césarienne. Les montées de lait d'Anne-Laure, trop faibles, je suis incapable de nourrir correctement mon enfant. Ça, c'est aussi une histoire d'ancêtre. D'ancêtre qui est incapable de nourrir ses enfants. Donc, on va chercher dans l'art plutôt des mères qui perdent leurs enfants jeunes. Pas mort-nés, mais jeunes. En perdant mes enfants jeunes, qu'est-ce qui se passe? Je contacte la possibilité, je contacte possiblement, pardon, le ressenti de je suis incapable de nourrir mes enfants. Vous portez cette histoire, je suis incapable de nourrir mes enfants, votre biologie ne va pas vous faire avoir de lait, puisque de toute façon, ça ne sert à rien, ces enfants vont mourir. Parce que je suis incapable de les nourrir. Donc, vous manifestez juste incapable. Après, ça peut être aussi une histoire de vous avec votre mère, de votre rapport à la maternité. Je vous rappelle que votre rapport à la maternité, mesdames, vient de la façon dont vous avez été élevé par votre mère. Oui, c'est la première femme maternelle que vous avez connue. Donc, replanchez-vous sur votre histoire avec votre mère ou chez vos ancêtres, effectivement, pour retrouver ça. La réponse, enfin la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est pourquoi on est attiré ou on est en relation avec des hommes d'une origine étrangère, d'une ethnie étrangère. Vous commencez à me répondre parce qu'on a des ancêtres étrangers qu'on veut retrouver. Ok, potentiellement, je prends. Je n'ai pas vérifié ça, mais je ne peux pas dire non. Je n'ai pas vérifié ça. Là où ça matche plutôt bien d'habitude, c'est pour quelle raison biologique on chercherait à rencontrer des hommes d'un pays étranger. Audrey nous répond, pour élargir le clan, on s'approche. Pour élargir le clan, c'est pas mal. C'est un bon truc, élargir le clan. Ça pourrait être pourquoi d'autre? Dans le sens d'élargir le clan, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Audrey? Ils ont tous voulu un enfant de vous. Super, on est bien dans le sujet. Pourquoi
votre inconscient va vous apporter des hommes étrangers qui veulent des enfants de vous. Quelle est la raison? Mon neveu est métis camerounais, c'est-à-dire que vous avez un frère ou une sœur qui s'est marié avec un Camerounais. Que des femmes. Qui croit que des femmes. Je ne comprends pas que des femmes. Pardon. Bref, fin de suspense. Votre biologie, elle réfléchit en clan. Okay, les liens du sang sont les liens du clan. Oui, le sang que vous portez, il est construit du lien de votre clan. Vous êtes d'accord que vous avez 50% du sang de votre père, 50% du sang de votre mère, qui, eux, avaient la même chose chez leurs parents. Donc, vous avez X%, je ne ferai pas le calcul, de vos arrière-grands-parents, etc. D'accord? Donc, tout ce clan-là a déterminé votre sang à vous, d'aujourd'hui. Bien. Donc, pourquoi vouloir aller chercher, inconsciemment, bien sûr, un sang qui vient d'ailleurs? Eh bien, pour renouveler ce sang-là. Ouais. Si vous prenez un homme d'une ethnie différente, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun lien de sang avec lui. Donc, votre biologie s'assure dans ce sens-là que vous n'allez pas continuer à propager l'histoire malheureuse de votre famille. C'est une solution biologique. En choisissant un homme étranger à mon ethnie, je suis sûr qu'il n'a pas du tout le même sang que moi, au niveau ADN, j'entends. Et de cette façon, pouf, vous mettez à votre futur potentiel enfant 50% de liberté en plus. Okay, vous libérez votre lignée en mettant du sang neuf. Sinon, on sait bien ce qui arrive si on se marie entre cousin et cousine. Et ben, les capacités de la famille diminuent. Là, pour augmenter les capacités de la famille, pour remettre du sang neuf, on va choisir des lignées étrangères. C'est la solution biologique. Donc, les hommes qui ont Audrey, c'est bien vrai tout cela, merci, c'est tout à fait vrai, merci de valider. Mais c'est vraiment l'expérience que j'ai. Les hommes qui ont choisi une femme étrangère ont choisi une femme étrangère pour renouveler le sang de leur lignée parce que la lignée est devenue à leur niveau tellement insupportablement mauvaise qu'il faut faire rentrer du sang neuf. Pareil pour les femmes qui vont choisir des hommes d'une lignée étrangère. Et bien souvent, il n'y a qu'une injection à un moment et après, c'est tout. C'est pas forcément une attirance par un pays. Vous pouvez être attiré par un pays. Là, on peut parler dans vos vies précédentes, au niveau karmique, que vous avez vécu dans ce pays, etc., etc. Ça, je suis d'accord. Mais voilà, au niveau du sang biologique, c'est ce qui se passe. Avoir des enfants métis, ça vous permet de donc donner à ces enfants de nettoyer 50% de leur sang et du coup d'avoir 50% de problèmes en moins. Sauf que généralement, vous allez choisir des hommes qui ne sont pas tous bien vierges au niveau conflit émotionnel et vous allez ramener des conflits des autres pays et des autres fratries, enfin des autres familles, puisque c'est le principe. Mais chez vous, Audrey, alors, je les ressens comme si c'est moi qui les attire. Ben oui, c'est ce que je vais vous dire. Vous les attirez, ils sont tous du 24 au 29 novembre. Okay, vous me posez ça le 26 novembre, et vous venez retrouver vos arbres parfaits. Vous allez pouvoir faire le travail de vérifier qu'est-ce que 26 novembre, ça veut dire dans votre arbre. Ça vous met en lien avec quoi et avec qui. Si vous rencontrez 4 hommes en un an qui sont tous nés à la même date ou qui portent tous la même date, c'est que c'est le moment de travailler cette nouvelle histoire qui tourne autour du 26 novembre. Trouvez cette histoire et vous pourrez la travailler. Et la travailler, ça vous permettra de vous libérer, vous, de ça que vous portez en ce moment. Vous me racontez, vous ne pensiez plus voir pour l'enfant, vous êtes prémonopausé, ok. La solution biologique, c'est pas avoir des enfants, hein. Ça ne gérera pas votre histoire, non. Les hommes de l'extérieur viennent vous dire, tu as quelque chose à régler autour du 26 novembre, donc va travailler ce qui est à régler autour du 26 novembre pour que tu sois vraiment libre. Voilà, c'est plutôt ça le message que je vous ferai entendre de ces hommes-là. Les kystes, à moins que vous ayez d'autres questions.
je vais prendre aussi les kystes. Les kystes aux ovaires. Je vais parler des droitières. Okay, parce que si on est gauchère, c'est l'inverse. Il y a une copine qui m'a parlé, posé des questions sur la latéralité, droite-gauche. C'est un peu compliqué parce que c'est suivant les tissus touchés, etc. Et en découpage biologique, c'est pas la même chose. Je ne vais pas vous faire de cours ce soir. Mais sur les kystes aux ovaires, chez une droitière, le kyste droit parle de conflit de séduction. Le kyste gauche parle de conflit de perte. Dans le kyste de l'ovaire droit et de l'ovaire gauche, pardon pour l'imprécision. Vos ovaires sont l'endroit où vont naître vos ovules. Je peux l'avoir, d'accord? Un ovule, ça sert à quoi? Ça sert à être fécondé pour avoir des enfants. Okay. Chez nous, hommes, ce sont les testicules et les spermatozoïdes. Donc, on pourrait faire un parallèle, on fait un parallèle, d'ailleurs, hein, entre testicules et ovaires, puisqu'ils ont les mêmes fonctions chez l'homme et chez la femme. Selon les biologistes, c'est juste une fonction dérivée à la base de la même cellule. Bref. Pourquoi ovaire droit, ovaire gauche, séduction et perte? Ça c'est pareil, il faut faire tout un cours sur le décodage biologique, ce n'est pas le cadre ce soir. Pourquoi la perte dans l'ovaire gauche? Parce que du côté gauche, on est plus chez la femme droitière, je rappelle, un rapport avec les enfants et la mère, les enfants et la mère, avec nous lions. Et cet ovaire gauche va du côté gauche parler des enfants ou de la mère, donc de la perte. La perte réelle, la perte symbolique, la perte de n'importe quoi. On parle de perte de projet. Il y a un projet de naissance, c'est l'ovaire qui va expulser l'ovule en premier. Après, il y aura tout un truc pour que l'ovule puisse rencontrer le spermatozoïde et inversement. Mais c'est l'organe qui va permettre la procréation. Cet ovule va se balader dans la trompe de Fallope, va descendre entre l'utérus et va s'y accrocher jusqu'à ce qu'il soit fécondé ou jusqu'aux prochaines règles. L'utérus, lui, représente le nid dans lequel l'œuf va grandir. Okay, on est dans la biologie. Et il y a un œuf, c'est l'ovule, il y a un nid avec j'ai un mot qui me manque. Avec une muqueuse, merci mon invention, avec une muqueuse qui va permettre de protéger et faire grandir. J'ai eu un problème à l'ovaire gauche quand on m'a dit que je n'avais pas de place dans la famille. Vous êtes droitière? Non, vous êtes gauchère, on m'a dit. Alors, je vais faire deux hypothèses avant que vous écriviez la réponse. Ouais. L'endométriose, bien Cécile, on va en parler aussi. Gardez votre question sur le coude. Je réponds à Mag. Problème à l'ovaire gauche. Alors déjà, problème, c'est trop vague pour moi. Il faut préciser quel problème, parce qu'à l'ovaire, suivant les tissus dans l'ovaire qui sont touchés, c'est pas tout à fait le même décodage qu'on peut en faire, mais globalement, la notion générale, c'est à gauche, j'ai perdu un enfant si je suis droitière, et à droite, c'est la séduction. Si vous êtes gauchère, hop, ça s'inverse. Donc, Mag, deux hypothèses. Bien, Mag est droitière, elle m'a répondu avant. Je vais vous faire les hypothèses avant. Donc, Mag, si vous êtes droitière, vous avez un problème à l'ovaire gauche, c'est que vous n'avez pas de place dans la famille. Si je vous parle de... Vous avez... Non, c'est pas vous. C'est pas vous qui avez perdu votre place. Vous avez perdu la possibilité de... ou le droit, peut-être. Vous avez perdu le droit de faire des enfants dans cette famille. Si vous n'avez pas de place dans votre famille, c'est que vos parents vous ont rejeté et donc ne vont pas reconnaître votre filiation, vos enfants, en quelque sorte. Et s'ils ne reconnaissent pas vos enfants, c'est comme si vous aviez perdu la potentielle filiation avec eux.
Est-ce que ça vous parle de ne plus être reconnu en tant que mère pour votre enfant? Déjà vous n'entendez parler de cette histoire de suicide la dernière fois. Ok. Pendant que vous répondez, Mag, je rebondis sur Cécile. L'endométriose. L'endométriose, j'ai traité plusieurs cas comme ça. L'endométriose, c'est des cellules d'utérus qui vont se balader et s'ancrer dans tout votre petit bassin. Parfois autour du péritoine, parfois autour de la vessie, etc. etc., etc. L'endométriose, c'est ça, des cellules d'utérus. Pourquoi, d'après vous, hein, on va jouer, pourquoi vos cellules d'utérus iraient se propager ailleurs? Alors, elles ne sont pas à leur place, ça fait mal, ça crée des kystes et des choses qu'il faut enlever, c'est vraiment super désagréable. Pour celles que j'avais vues, c'était douloureux et violent. Pour quelle raison? Pour quelle raison biologique? Quel sens biologique? Quel ressenti vous pouvez imaginer pour que les cellules d'utérus aillent ailleurs? Petite question. Mac nous répond très possible, oui. Alors très possible, c'est bien, mais si Mac pouvait me répondre sur qu'est-ce que j'ai ressenti quand on m'a dit que j'avais pas de place dans la famille, ça serait encore plus juste. Je me suis senti, c'est vous. Je me suis senti quoi? Je ne sais pas. L'endométriose. Réponse sur l'endométriose. Pourquoi votre corps il va mettre des cellules d'utérus ailleurs que là dans le nid? Ok. Réponse. J'ai la réponse. Je l'ai connue, je l'ai validée, je l'ai vérifiée. Donc, ce que Christian. Alors, j'ai pas tout inventé moi. Hein. Je vous rassure, j'ai suivi des cours de Christian Flech là. Okay. C'est lui qui m'a formé et du coup, il a fait toute son expérience d'après ce qu'il a appris de Dr Hammer, qui était un intégriste pur du décodage biologique et qui est allé en prison finalement parce qu'il interdisait aux gens il conseillait aux gens de ne plus se soigner médicalement. Ça avait marché pour lui, il pensait que ça allait marcher chez tout le monde, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, c'est l'utérus pas accueillant comme nid. Une gros kyste embryonnaire à l'ovaire à l'âge de 11 ans. Oh, c'est génial. Inexistante et un poignard. Je me suis senti inexistante. Donc, un poignard dans le dos, c'est la trahison. Inexistante, inexistante, inexistante. Qu'est-ce que, Mag, vous avez perdu comme possibilité? Comment je peux dire ça? Conflit de perte à gauche. Non, encore une fois, il faut que je sois plus précis. Non. Pardon, mais ovaire gauche, c'est vague. Est-ce que c'est le tissu interstitiel? Est-ce que c'est le tissu qui va produire les ovules? Il y a une différence forte entre les deux et les réponses ne sont pas les mêmes. Donc, sans ça... voilà. Je reviens sur l'utérus, pas accueillant comme nid. C'est bien. Pourquoi? Donc, le nid ne serait pas accueillant. Donc, on va faire un nid ailleurs, c'est ça? C'est ce que vous me racontez? Je pense. Et bien, c'est ça. C'est exactement ça. Notre nid, alors, on a le... Comment je vais dire ça? Le nid n'est pas bon. Mon nid n'est pas bon. Mon nid, mon utérus n'est pas bon pour élever un enfant. Donc, ma biologie va poser les cellules utérines ailleurs. Faire un autre nid, construire un nid ailleurs. Pourquoi ça vient? C'est particulier, c'est pas... c'est vraiment spécial. C'est une histoire de nid. Comment je me suis senti, moi, enfant, accueilli dans le nid. Et là, il y a plusieurs niveaux. C'est accueilli dans le nid familial, par mes parents. Okay. Comment mes parents m'ont accueilli? Est-ce qu'ils m'ont aimé? Magali, on n'a pas suivi de douleur examen pendant 3 mois, il est juste anormal, c'est pas ton opération. Ben, on ne saura pas.
Mais ça a duré que 3 mois, donc ça va. Ça va dans le sens où ça ne s'est pas transformé en kyste ni fonctionnel ni autre chose. Donc, oui, c'est des kystes qui vont empêcher de faire des choses, des kystes qui vont fonctionner, qui vont vraiment prendre un fonctionnement d'ovule. L'idée, c'est, j'ai perdu un enfant sur l'ovaire gauche, j'ai perdu un enfant, donc je fais un kyste. Pourquoi je fais un kyste? Pour augmenter la capacité de mon ovaire à faire des ovules. Les kystes fonctionnels, hein, quand c'est des cellules fonctionnelles d'ovaires qui sont créées, c'est vraiment dans le but de, il faut que je répare ce que j'ai perdu. Je perds un enfant, je fais un kyste à l'ovaire pour avoir des ovaires plus importants, pour avoir plus d'ovules, pour recréer plus facilement cet enfant. Parce que je suis féconde que sur une toute petite fenêtre dans mon mois. Donc si biologiquement, inconsciemment, je fais plus d'ovules, je suis plus féconde et ça marche. À droite, c'est la séduction. Je dois faire des ovules qui vont plus séduire l'homme pour être sûr de faire des enfants. C'est pas la qualité, la quantité, la gauche, c'est la qualité. Souvent, c'est des kystes différents. Céline Carrier. Ah, pas élevé par mes parents, premier point. Bon. Si votre nid n'est pas bon, vous vous faites jeter de votre nid, votre biologie peut que recréer le truc tant que vous n'avez pas réparé votre histoire de nid. Mais pour que votre biologie réagisse, que vous fassiez une endométriose, il en faut un petit peu plus que pas se faire élever par ses parents. Un petit peu plus, ça veut dire qu'il y a la même histoire qui s'est déjà reproduite chez vos ancêtres. Votre biologie ne peut pas faire d'endométriose forte et douloureuse et importante s'il n'y a pas ce que j'appelle un rail transgénérationnel, c'est-à-dire une histoire qui dit les familles n'accueillent pas leurs enfants sur, pas forcément plusieurs générations, mais un drame assez grand pour que les familles abandonnent, donnent leurs enfants aux uns aux autres. Ça arrive très souvent. Et c'est juste le ressenti des enfants, la puissance du ressenti des enfants, que vous allez récupérer, vous, dans votre histoire. Et ouais, c'est pas drôle de récupérer ça. Donc, votre utérus, votre corps va semer des cellules d'utérus ailleurs parce que le nid est mauvais. Le nid de vos parents est mauvais. Mais il est mauvais en plus du nid de vos ancêtres qui est mauvais. Et on va travailler sur vos parents d'abord, ok, on règle le truc. Si votre utérus, si vos endométrioses ne baissent pas, c'est qu'il faut travailler chez vos ancêtres. Par contre, on commence, ça dépend de la violence de l'endométriose. Plus c'est violence, plus je vais voir chez les ancêtres, parce que c'est là que le poids émotionnel est le plus fort. Céline, et oui, je suis remontée, et on est beaucoup à ne pas avoir été élevés par nos parents. Merci de confirmer l'hypothèse encore une fois. C'est ce que j'expliquais au groupe de zététistes, d'étudiants qui suivaient ce cours de zététisme, c'est pas pareil, pardon. C'est ce que je leur expliquais. On peut faire des paris parce qu'on a en décodage biologique une réponse globale qui a été exportée, qui a été donnée par empirisme. On a vérifié par plusieurs expériences que oui, tous ceux qui avaient de l'endométriose avaient eu des problèmes dans leur nid. Donc, on a conclu que potentiellement les autres aussi qui allaient arriver avec de l'endométriose auraient le même problème. Mais on vérifie toujours. Donc là, je suis en train de vérifier avec Céline qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ça vous parle? Oui, je suis remonté et on est beaucoup à ne pas avoir été élevés par nos parents. Ouais, confirmation. Et quand on parle là-dedans, bing, on va chercher la source. Quel est l'ancêtre dans les 5 générations? Le premier qui n'a pas été élevé par ses parents. Et on va changer l'histoire en outil transgénérationnel. Mais attention, les constellations, on va travailler sur les drames des morts, etc. etc. Pardon. L'outil de constellation familiale tel qu'il est utilisé, c'est réparer les morts. Remplacer les morts qui sont morts à la guerre, qui sont morts enfants jeunes, etc. Ça, je fais, ça marche très bien, très bien.
Ce que je propose différent, c'est aller refaire le lien familial dans ces familles où les enfants étaient abandonnés, placés chez d'autres. Okay, ces deux parents, là, ces deux parents qui abandonnent leur enfant, ici, ils ont des raisons sociales d'abandonner cet enfant, sauf que lui, il ne comprend pas sa raison sociale, c'est un enfant, d'accord? Donc lui, il a besoin d'exprimer à ses parents qu'il se sent abandonné, que c'est dégueulasse, etc. De sortir, de vider son sac. Il a besoin que ses parents l'entendent, valident ça, que ses parents reconnaissent que ce qu'ils ont fait, c'est pas cool. Donc, on va faire une thérapie familiale chez les ancêtres, pas une constellation. Dans la thérapie familiale, chacun est replacé à sa place, le père en protection, la mère dans l'amour, l'enfant en subissant. On clôt le sujet de l'endométriose, des ovaires, et on a une autre question. Mycose gynécologique récurrente, 10 ans environ, migration dans la vessie, puis les intestins, changement d'orientation, tout naturel de l'ovaire. Alors, Sylvette. Mycose, depuis 10 ans, migration dans la vessie, puis les intestins, changement d'alimentation, produits naturels, développement personnel et soulagement. Et enfin, guérison. Mais récidive de temps en temps. Ah, récidive, ça veut dire que ce n'est pas encore réglé. Mycose. Je vais vous poser une question, Sylvette. Est-ce qu'avant votre mycose, juste avant, vous n'arriviez pas à faire le deuil d'une précédente relation sexuelle? Soit une relation sexuelle que vous avez vécue avec un homme et il est peut-être mort, il est peut-être parti, vous êtes peut-être abandonné, j'en sais rien, en tout cas, il n'est plus là, il a disparu à un moment donné. Soit vous n'avez pas eu de relation sexuelle avec un homme dont vous espériez très très fort en avoir, et vous avez dû faire le deuil de cette relation sexuelle. Okay, mais ça, c'est arrivé uniquement quand vous avez commencé la relation suivante. Est-ce que vous pouvez valider ça? Parce que c'est ce qu'on trouve généralement. Alors, quelle constellation, je crois, parce que ce qui vous arrive en mycose, ça s'est produit dans les générations d'avant. Mais répondez juste à ma question, est-ce que ça vous parle, cette idée de j'ai perdu la sexualité avec un homme? Je ne vais pas perdre la sexualité. Juste pour passer là-dessus. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi tout de suite. La mycose, des champignons. Okay, les champignons dans la nature, ça sert à quoi? Oui, votre corps est naturel. Les champignons dans la nature, c'est les mêmes que ceux dans votre corps. Je suis désolé, mycose, c'est champignons, c'est le même principe. Dans la nature, les champignons, ils servent à quoi? À se nourrir de tout ce qui est pourri. Pourquoi s'en nourrir? Pour le transformer en une nouvelle vie. D'accord? Les champignons sont des nettoyeurs. Ils vont aider à faire pourrir le fruit pour le transformer en humus pour qu'une nouvelle vie reparte de ce fruit-là. Sylvette, c'est sûrement l'histoire des femmes de ma vie. Ah. Sûrement, ça c'est bien, mais voilà, si j'étais sûr, valider, ce serait encore mieux. Cette mycose, elle vient, la mycose gynécologique, vaginale, hein, c'est là, hein, c'est là que ça se passe. Elle vient détruire tout le contact sexuel qu'il y a eu avec cet homme-là. D'accord? Ou qui aurait pu avoir. Détruire ce contact, cette trace de contact ou cet espoir de contact, ça permet de nettoyer et de faire de la place pour le suivant. Une vraie place propre pour le suivant. Et le problème, c'est que quand on n'arrive pas à faire le deuil de cette relation, chaque fois qu'il y a un nouvel homme qui pénètre, ou qui est en capacité ou en possibilité de pénétrer juste dans la relation, dans le flash, oh, celui-là j'aimerais beaucoup, et bien hop, on vient réveiller l'ancienne histoire. Ah oui, mais c'est pas fini, donc il faut faire de la place. Et les femmes qui ont une mycose, généralement, sont dans le deuil de quelque chose qui n'a pas été terminé, avec un autre partenaire. J'ai rarement vu avec le même partenaire. Il faut vraiment qu'il ait changé l'homme. Personnellement, j'entends, hein, pour qu'il y ait une différence. Mais la mycose vient nettoyer une ancienne histoire. Ça vous parle, et bien génial. C'est que le découpage biologique, encore une fois,
permet d'accéder à quelque chose. Chez vos aïeuls, c'est une chose, mais c'est vous qui le développez, et Sylvette, si vous le développez, ça doit quelque part être chez vous aussi. Après, quelque part, c'est pas obligatoire. Alors, Audrey nous revient sur son histoire de 4 hommes du 27 novembre. Elle nous dit date de naissance de l'arrière-arrière-grande-tante, dont 6 enfants sur 8 sont morts en bas âge. On avait fait une constellation. Peut-être m'appelle-t-elle pour finir le travail. On avait fait une constellation, 6 enfants sur 8 sont morts. On a fait la constellation sur les morts. On s'est vu il y a un moment, Audrey. Ça fait quelques années qu'on s'est vu. Mais depuis quelques années, j'ai développé le travail familial dans le transgénérationnel. Avant, je travaillais comme on avait appris, c'est-à-dire mes enfants sont morts, je suis nul d'avoir mis des enfants morts au monde où mes enfants sont pas nés. Okay. Il y a quelque chose qui joue en plus là-dedans, c'est le lien, les besoins des enfants et l'image des parents par rapport à leurs propres parents. On est vraiment dans quelque chose de plus familial dans la constellation que je fais maintenant. Donc, peut-être qu'à l'époque, ça n'a pas suffi. 2 ans. Voilà. Ok. Sylvette, ça vous parle. On est à 30 minutes plus celle que j'ai faite tout à l'heure. Je veux bien une dernière question si vous en avez, un dernier sujet. Sinon, on va clore ici. Le décodage biologique, c'est simple. C'est biologique, en 2 mots. C'est votre biologie qui devient logique. Ma grand-mère, mon arrière-grande-tante, non, mon arrière-grand-mère a perdu 6 enfants sur 8. Je suis incapable d'être une mère. Donc, ma biologie ne va pas développer mes capacités maternelles. Si elle perd des morts-nés, ce n'est pas la peine qu'ils soient dans mon ventre, donc mon bassin ne grandit pas. Si vous dites tout à l'heure. Si ils naissent mais qu'ils meurent jeunes, je suis incapable de les nourrir, donc moi, je ne fais pas de lait pour nourrir mes enfants. Okay. Ça, c'est que transgénérationnel. Après, l'histoire de votre mère va être aussi importante, puisque vous êtes en lien très fort avec elle. Okay. Mais la biologique, c'est logique. Donc, le décodage biologique, il est juste logique. On va chercher une logique. On pose des questions, comme je le fais là, et on va dire des réponses. Ça vous parle? Oui, ça vous parle, on va chercher ça. Et avec les outils thérapeutiques, on va juste décrocher le conflit. Vraiment, on va mettre de la lumière là où il n'y en avait pas, on va faire exprimer ce qu'il y a à exprimer, et on va remplacer tout ça par quelque chose de beau et de sain et de constructif pour vous permettre d'être libre de cette histoire-là, tout simplement. C'est fort, ça brasse, parce que vous allez sortir des émotions très fortes, mais c'est tout. Bien, il n'y a pas d'autres questions, donc je ne vais pas vous laisser. Je vais vous parler de ce que j'ai fait ce week-end. Je vais parler de ce que j'ai fait ce week-end parce que c'est vraiment passionnant. Et c'est pour moi la source de tous les conflits. Et j'aime bien remonter à la source. La source de la vie, c'est une relation entre un homme et une femme. Okay, il n'y a pas de vie sans relation entre un homme et une femme. Il n'y a pas de famille heureuse, il n'y a pas de nid douillet si la femme n'est pas aimée, protégée, sécurisée par son mari. Elle ne peut pas se développer si elle n'a pas cet espace-là. Et le mari, s'il n'est pas nourri de l'intérieur par l'amour de sa femme, qui va lui permettre de se sentir fort, de se sentir puissant, il n'y a pas de bonne relation établie entre les deux. Okay. Malheureusement, on n'exprime pas. On a appris dans nos sociétés, il y a quelques générations, à ne pas exprimer, parce que c'était considéré comme une faiblesse d'exprimer. Les hommes ont rabaissé les femmes, les ont utilisées, diabolisées, passé par tous les états, et au nom des hommes, mesdames, je vous demande pardon
parce que c'est assez terrible ce que vous avez vécu dans ces générations précédentes. Ce week-end, j'ai travaillé en tant qu'assistant de Jacques Lucas. Jacques Lucas qui est une référence dans le domaine de l'expression de la masculinité. On a travaillé avec 44 hommes dans un groupe pour travailler sur leur masculinité. En parallèle de ce groupe, il y avait des thérapeutes qui géraient un groupe de femmes de l'autre côté, qui leur faisaient travailler leur féminité. On travaillait 4 jours, du jeudi matin jusqu'au dimanche soir. Le but des deux groupes, c'était de développer chacun féminité et masculinité. On peut faire se rencontrer les deux groupes quand ils ont assez évolué, pour leur faire sentir à ces hommes et à ces femmes que non, la femme n'est pas dangereuse, que oui, elle est sacrée, et qu'on a notre place en tant qu'homme pour soutenir cette femme sacrée dans son développement. On peut faire sentir à ces femmes que non, l'homme n'est pas dangereux, c'est pas un monstre, et que quand il est dans son cœur, dans sa puissance sécurisante, je peux complètement me détendre et être femme dans toutes mes qualités, je ne suis pas en danger. Et de voir ce groupe d'hommes qui ont rencontré ce groupe de femmes, se rencontrer 2 fois sur la fin du week-end, c'était très très émouvant parce qu'ils ont rencontré l'autre, chacun avec le cœur ouvert, et ça a permis de réparer des blessures chez bien des hommes et bien des femmes de ces deux groupes. Et ce travail, pour moi, est fondamental. Il devrait être fait avant n'importe quelle vie d'adolescent ou de jeune adulte, de façon à créer des liens purs entre l'homme qui respecte le sacré du féminin et la femme qui respecte la puissance, la douce puissance de l'homme, son masculin sacré aussi. Et vivre ça, aider ces hommes à développer leur masculin sacré, c'était juste magnifique. On a fini hier soir, je baigne encore dedans, et du coup parler d'obstétrique ce soir, et ben voilà, c'était juste, je fais le lien maintenant, vous voyez, live. Je fais le lien maintenant parce que ouais, c'était vraiment un sujet qui était plus facile à parler. Je vois quand même Laura poser une question. Ma fille a eu un kyste embryonnaire à l'âge de 11 ans, elle s'est genou perdu, je n'en sais rien. Ça dépend quel côté, quel machin. Non, kyste embryonnaire, elle est plus dans le... Il faut que je crée, il faut que je puisse remplacer des enfants. À 11 ans, elle était peut-être déjà en capacité d'avoir des enfants, donc réglés. Il faut voir tout l'état de l'histoire. Donc je peux plus répondre, on est déjà sur un grand moment, mais c'est toujours le même principe. Okay. Voilà, ce travail avec Jacques était très important. Aider ces hommes était très important. Et regarder les hommes qu'on avait aidés, je n'étais pas sur l'assistant, bien sûr. Sur 44 hommes, c'est bien. Ouais. Regarder ces hommes rencontrés avec leur cœur ouvert et leur douce puissance, ces femmes, sentir ces femmes touchées par cette douce puissance masculine, et du coup s'ouvrir aussi et accepter ça, c'était juste magique. Magique parce que c'est la clé de la vie, c'est la clé de l'harmonie, et c'est la clé de tout ça. Et quand on arrive à travailler sur des groupes comme ça pour réparer ça, c'est vraiment un cadeau, et ce cadeau, il est à se faire soi-même. Il est à se faire soi-même. Et si vous avez l'occasion de vivre ça, un groupe de travail sur votre féminité, si vous êtes des femmes, faites-le. Et sur votre masculinité, si vous êtes des hommes, faites-le aussi, parce que en vous ouvrant à ça, vous allez réparer des choses chez vous d'abord et être dans une meilleure relation avec votre compagnon. Vous, simplement, même si vous faites votre travail que de votre côté. J'ai la chance de l'avoir fait moi de mon côté, ma compagne de l'autre, et ça change tout dans la relation. Bref, je dois m'arrêter, sinon je fais des vidéos trop longues. Je vous remercie de votre participation.
de poser tout ça. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que je peux le faire? Comment, qui sait Anne-Laure, qui sait Sylvette Ferrara? Et voilà, il y a que ses amis qui connaissent probablement l'histoire qui vont passer là. Et alors, j'ai eu des problèmes de kyste. C'est quoi le problème? Ok, c'est la nature et c'est mes conflits qui ont posé ça. Il n'y a pas de honte à avoir été malade, il n'y a pas de honte à avoir eu des problèmes. C'est la vie qui m'a poussé à ça. Vous pouvez même être fier d'exposer vos problèmes. Ça veut dire que vous avez assez de courage pour les exposer. Et, euh, et les autres qui vous connaissent, qui vont vous voir exposer vos problèmes, vont vous féliciter de ça, parce qu'ils ne peuvent que admirer votre courage. C'est un grand courage, et vous voyez que ça n'engage pas à grand-chose. Je ne dis pas des choses horribles sur votre famille, ni très intimes. C'est juste des choses que vous connaissez déjà. Je vais juste pointer le nez, le nez dessus. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à lundi prochain. Je serai très heureux de vous retrouver encore plus nombreux peut-être. Posez-moi d'autres questions sur l'événement qui va sortir là, je pense ce soir, je peux reposer ça. Et, et je vous retrouve lundi prochain. À bientôt pour un 16e live avec vous.